Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Retour sur la plus grande foire d'art contemporain, Art Basel, qui vient de fermer ses portes à Bâle. Nous revenons sur le bilan de cette édition et les principaux enseignements que nous pouvons tirer de l'événement avec Delphine Brochant, qui est spécialiste en gestion privée de patrimoine artistique, fondatrice de sa structure Fine Art Consulting. C'est parti pour Art et Marché. La foire Art Basel vient de fermer ses portes alors que près de 300 galeries de 40 pays différents se sont regroupées pour présenter leurs plus belles œuvres d'art contemporain. On fait le point tout de suite avec Delphine Brochant, qui est spécialiste en gestion privée de patrimoine artistique, fondatrice de Fine Art Consulting. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille Ajoudan. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire, donc, quand vous avez déambulé dans les allées, quelle était l'ambiance générale? Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à chaque fois de ces rapports qui pèsent sur le marché de l'art, avec des ventes qui ne sont pas positives, une situation géopolitique pas forcément très joyeuse. Est-ce que ça s'est ressenti? Quelle était l'ambiance générale au sein de la foire? Alors, je dirais déjà qu'il y avait moins de monde que d'habitude. On l'a vu avec, en apprenant aussi que les hôtels étaient moins remplis que d'habitude. Il y a un bilan qui finalement est assez mitigé, puisque des personnes parlent d'une foire dont la confiance a été stabilisée, une foire qui résiste bien aux crises, et finalement le bilan est assez moyen. D'accord. Alors, je pense qu'on peut l'expliquer de diverses raisons. Il y a effectivement, comme vous dites, le climat général géopolitique, mais il y a aussi de plus en plus de clients, notamment des clients américains, qui apprécient Paris Art Basel, parce qu'ils trouvent peut-être plus que c'est une foire de découverte. Et puis, les derniers résultats, vente aux enchères à New York, qui sont des marqueurs incontournables aussi du marché. Pour l'art contemporain, il y a eu une baisse entre 20 et 30%. Donc, compliqué d'imaginer que cette baisse n'affecte pas le marché de l'art contemporain. Et puis, peut-être un dernier point aussi important, quand on dit que la confiance est stabilisée, c'est aussi beaucoup par rapport aux gros prix enregistrés et ces grandes galeries, les blue chip galeries qui tirent le marché. Oui, c'est ça, on va revenir un peu plus sur le détail des ventes, mais en termes de collectionneurs, vous avez parlé des Américains. Est-ce que c'était toujours les Américains qui étaient très présents à ce genre de foire, ou vous avez constaté d'autres nationalités, d'autres présences? Alors, les Américains, toujours, il ne faut pas oublier que les Américains, en termes de part de marché global pour le marché de l'art, c'est 43% de part de marché. Donc, ils sont partout, sont les plus importants. Il y avait évidemment des clients européens, des Suisses, bien évidemment, puisque c'est chez eux, des Français, évidemment, quelques Allemands. Et très peu d'Asiatiques. Ça fait quelque temps que l'Asie est beaucoup moins porteuse sur le marché de l'art et pas de clients chinois. On a quand même, moi j'ai quand même lu dans plusieurs articles de médias que ça restait une foire assez baromètre qui faisait référence. Est-ce que pour vous c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours la foire dont les tendances émergent de ces couloirs? Alors, moi, ce que je pense, c'est que Art Basel, déjà, ça reste une marque très forte, une marque très puissante au travers du monde. Donc, c'est vrai que ça draine beaucoup de personnes. Art Basel, c'est aussi une foire où vous pouvez acheter un Picasso, un Rothko ou un Matisse autant qu'une œuvre émergente. Donc, la première question, moi, que je me poserais, c'est est-ce que c'est le rôle d'une foire dite incontournable en art contemporain de proposer des Picasso, des Matisse, des Kandinsky? Du coup, les conséquences, même si c'est une foire qui développe des segments de plus en plus importants, qui développe un prix, maintenant, il y a quand même peu de galeries primo-accédantes, c'est-à-dire nouvelles galeries. Il y a beaucoup de poids lourds qui sont présentes. Et oui, vous avez évidemment l'art conceptuel, donc des artistes émergents, mais moins de prise de risque que vous constatez du côté des grandes galeries. Exactement, il n'y a pas beaucoup de prise de risque, et du coup, moi j'ai du mal à voir cette foire comme une foire de découverte, alors que Paris
Art Basel est davantage, il y a davantage de prise de risque et c'est davantage une foire de découverte. Et je me demande si c'est pas à cause de ça aussi que la clientèle américaine, en dehors du Made in France, apprécie aussi et ça draine de plus en plus, cette foire parisienne draine de plus en plus d'acheteurs américains. Une certaine mise en concurrence en fait au sein même de la marque Art Basel. Oui, alors sachant que Art Basel à Bâle, c'est là aussi où les très grandes galeries viennent pour proposer leurs œuvres à plusieurs dizaines de millions de dollars, dollars ou euros. Vous pouvez avoir des œuvres à des prix importants, Art Paris, mais c'est vraiment Art Basel Bâle que ces grandes œuvres sont présentées. Oui, parce qu'en termes de vente, vous disiez mitigé, mais il y a quand même des ventes à plusieurs millions de dollars qui sont passées. Tout ça, c'est des prix effectivement qu'on entend beaucoup moins quand on parle de Art Basel Paris. Alors, il y a eu, déjà, il y avait un Picasso exceptionnel de 68-69 qui était présenté chez Pace. Je ne sais pas s'il a été vendu ou pas. Il y a eu un David Hockney qui a été vendu à 14 millions. Il y a une sculpture de Louise Bourgeois aux alentours de 35 millions. Il y a eu un Richter, pas loin de 9 millions. Donc, vous voyez, on est quand même sur des noms, des valeurs sûres très importantes, mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est de ne pas oublier que ce n'est pas le cas de toutes les transactions, mais vous avez un certain nombre de transactions qui sont déjà amorcées avant la foire et certaines œuvres qui sont déjà vendues quand elles arrivent sur la foire. D'accord, donc c'est répertorié comme étant vendu à Art Basel. Ça peut arriver. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir une très belle vitrine pour certaines galeries. Ça permet à la foire de bien communiquer. C'est pas le cas de toutes les transactions, mais ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Donc ça peut fausser l'image qu'on a en tout cas des ventes. Et en termes de tendance de création, depuis plusieurs années, on parle de figuration, d'artisanat d'art, etc. Est-ce qu'on reste sur ces tendances-là? Est-ce que vous avez... effectivement, il y a différents secteurs qui sont peut-être un peu plus larges que les autres foires d'Art Basel. Est-ce que là, on remarque des tendances de création différentes de ce qu'on remarque d'habitude? Oui, alors moi j'ai trouvé intéressant de constater qu'il y avait quelque chose de très marqué cette année en dehors de l'art conceptuel, avec tous les types de médiums dont vous parlez qui sont effectivement représentés. Mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait des tendances esthétiques, peut-être pour rassurer le climat anxiogène, incertain aujourd'hui, une forme de retour au classicisme. Des inspirations, beaucoup de couleurs, des tendances pop. Et puis, j'ai remarqué des choses presque ludiques. Il y avait un ensemble de régulateurs de parquet, c'est-à-dire des grandes horloges, avec un côté très déstructuré ou des objets surdimensionnés. Donc, il y avait ce côté aussi très ludique. Et cette année, j'ai eu l'impression qu'on a plus parlé aussi des off autour. Est-ce que vous avez des tendances est-ce que vous avez pris le pouls de ces off? Pourquoi est-ce qu'on en parle un petit peu plus cette année? Alors je pense que les off, c'est aussi pour appuyer cette image de Art Basel comme foire également d'artistes émergents, alors qu'on communique énormément, essentiellement sur ces grands noms et ces gros résultats. Après, je pense aussi qu'on reste sur des tendances établies. Il y a un focus, par exemple, sur l'art africain contemporain, mais l'art africain contemporain, ça fait 10-15 ans, voire 15 ans qu'il y a un essor considérable, et pour cause, c'est une création absolument extraordinaire. Donc oui, c'est bien pour mettre en avant certains artistes émergents, mais j'ai envie de dire, de rebondir en fait sur ce que vous dites, en s'interrogeant également sur tous les artistes très contemporains aujourd'hui et émergents, se dire que tous les artistes évidemment très émergents ne peuvent pas être présents sur ces vitrines absolument magnifiques que sont les foires d'art contemporain, mais ne pas oublier que ces artistes, en tout cas ceux qui sont moteurs, vont représenter environ 80%
du marché en valeur, 5 à 10% de ces artistes, et du coup se demander s'il n'y aurait pas un modèle parallèle, voire évidemment naturellement plus créatif, donc disruptif, à mettre en place et auquel réfléchir en parallèle des ventes aux enchères et des galeries pour peut-être permettre de réduire cet écart. Oui, parce que donc ce que vous dites, c'est que 10% des plus gros artistes génèrent la plus Entre grande 5 valeur. et 10. Entre 5 et 10 génèrent tous ces grandes valeurs, tous ces grands chiffres dont on a parlé. Effectivement, qui sont plutôt des artistes art modernes ou late, enfin très... Enfin, les artistes vivants, je pensais aux artistes années vivants. 80 plutôt, Voilà. années 80-90. Et donc, vous pensiez qu'il y aurait peut-être d'autres axes de développement, canaux de diffusion. En tout cas, y réfléchir. Intéressant. Exactement. Et réfléchir, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que déjà avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'artistes qui présentent leurs œuvres sans passer par des galeries. Il y a un certain nombre d'artistes qui ne peuvent pas être mis en avant systématiquement par les galeries, ce qui est normal, puisque les galeries d'art contemporain ont une écurie d'artistes en nombre assez importante, donc ils ne peuvent pas mettre en valeur systématiquement tous les artistes. Donc, d'un côté, ces artistes qui peuvent être un peu délaissés à certains moments, est-ce qu'il y a un moyen de mettre un autre coup de projecteur avec un autre type de réseau de distribution, et en même temps, énormément d'artistes qui ne sont pas repérés en fait, et parce que bon, on est obligé d'être assez, les galeries, les maisons de vente sont obligées d'être assez sélectifs, et cet écart, peut-être qu'il y a un moyen de le réduire. Mais ça, déjà, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de foires très localisées qui parlent de aussi soit certaines se spécialisent dans certaines régions ou d'esthétique. Ça, c'est peut-être un moyen de développer ce coup de projecteur sur d'autres artistes qui ne génèrent pas les 90%. Tout à fait, sauf que je suis d'accord avec vous, sauf que ces artistes-là, finalement, ils sont toujours représentés par des galeries, même dans ces foires en région. Donc, ça veut dire que les galeries sont limitées, ce qui est tout à fait normal si elles veulent faire un travail de qualité par rapport aux artistes qu'elles représentent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux schémas à imaginer pour essayer de mettre plus en avant un nombre plus important d'artistes et permettre peut-être à plus d'artistes de pouvoir vivre de leur art et ne pas avoir toujours les mêmes artistes qui sont mis en avant? Eh bien, nous allons essayer d'y réfléchir jusqu'à votre prochaine venue en plateau. Merci beaucoup, Delphine Brochant. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gestion privée de patrimoine artistique et donc fondatrice de votre structure Fine Art Consulting. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.